Bonjour et bienvenue chez Picsou. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une formation sur le logiciel Picsou Comptabilité. Nous allons commencer par choisir la langue. Et directement rentrer dans les paramètres. Donc, dans le choix des paramètres, nous allons choisir les fonctionnalités qui nous intéressent au niveau comptabilité. Info société, c'est ici qu'on va retrouver en fait toutes les infos de la société, son adresse, son type, le numéro de code qui nous servira plus tard, le contact auprès de la société, l'adresse et les coordonnées du comptable le cas échéant. Nous avons la gestion des périodes comptables. Dans la gestion des périodes comptables, on peut créer autant d'exercices fiscaux que l'on souhaite et revenir en arrière et les visualiser tant qu'on le veut. C'est ici qu'on crée un nouvel exercice. Il suffit simplement de donner date à date. Il est entendu qu'on peut donner une date qui ne correspond pas à la date de l'année, en sachant que la période maximale pour un exercice fiscal est de 24 mois. C'est ici qu'on va pouvoir gérer la gestion des clôtures périodes, c'est-à-dire qu'après enregistrement de divers éléments de la comptabilité pour la déclaration TVA, on peut, si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire, clôturer une période en choisissant soit un mois de clôture, soit de date à date. Par exemple, je veux clôturer janvier, je mets janvier. Je dis le type de journaux que je veux clôturer. Par exemple, je veux clôturer tous mes journaux, je mets totalité. Je veux clôturer uniquement les factures de vente. Je choisis le type de facture de vente ou de nouveau toutes les factures de vente, quel que soit le journal. Une clôture est irréversible, sauf intervention du support chez nous. Au niveau de l'exercice fiscal, c'est via ces boutons-ci que nous allons pouvoir passer l'OD de clôture d'exercice, en sachant que cet OD affecte les résultats à raison du compte 693 ou 794 000 par le biais du 140 000 bénéfices ou pertes à reporter ou 141 000. Elle n'affecte évidemment pas, elle ne distribue pas les dividendes et n'affecte pas les réserves non plus. Donc cet OD peut être passer automatiquement et corriger le cas échéant. On verra tout à l'heure où elle se trouve. Après avoir fait la clôture de l'exercice, on peut faire la réouverture automatique. Ça sera le même bouton. Ça sera en fait ce bouton-ci qui permettra de gérer la réouverture automatique des comptes. Au niveau de la réouverture automatique, on reprendra tous les comptes de la classe 1 à 5, évidemment. En détail, s'ils sont déclarés lettrables au niveau de la fiche du compte ou en solde s'ils ne le sont pas. Je retourne dans mes paramètres. J'ai ici la possibilité de gérer des utilisateurs avec des droits d'accès. À chaque utilisateur, on affectera un groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs, c'est déterminé par exemple s'il est commercial, s'il est administratif, si c'est un vendeur, enfin peu importe. Et à ce groupe, on va donner des accès. Pour donner des accès, on utilise la gestion des autorisations. Et c'est ici qu'on va pouvoir attribuer à chaque groupe un type d'accès partiel, total ou pas d'accès du tout. C'est-à-dire que par exemple, si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs aient accès au tableau de bord, on mettra pas d'accès. Donc il ne verra pas du tout aucun élément du tableau de bord, il n'aura pas du tout accès au tableau de bord. Une fois les droits d'accès attribués au groupe, c'est aux utilisateurs qu'il faut maintenant les associer. Donc on associe un utilisateur à un groupe et en fonction de ce groupe, il aura les affectations, les droits d'accès aux divers éléments du dossier.
Nous allons passer la liste des catégories, des différentes catégories clients, articles, etc., puisqu'elles ne concernent que la gestion commerciale. Au niveau de la comptabilité, nous avons la gestion des codes TVA. La gestion des codes TVA est relativement simplifiée, mais hyper complète à la fois. C'est-à-dire que, au niveau, par exemple, de la TVA due sur vente, nous allons utiliser les codes 06, 12, 21, co-contractant, intracommunautaire, etc., etc., en attribuant au regard du code, le code peut être ABC ou le code de la TVA, par exemple dans ce cas-ci on a pris 21%, on a attribué le compte comptable 451 540, qui est la TVA due sur vente, et donc il est libre, et on demande à Picsou de calculer, de répartir 100% du montant de la TVA calculée au crédit de la TVA grille 54 et en ce qui concerne la base imposable dans la grille 03. Donc en fait, si demain il y a un nouveau code qui s'appelle 18% et qui va dans la grille 18, on mettra 18 dans le code parce que c'est plus facile à retenir, 18% de TVA réparti à raison de 100% au crédit de la grille 54 et de la grille base 18. La grille base 3 concerne uniquement les déclarations TVA et les comptabilités luxembourgeoises. Ceci est relativement simplifié, mais nous permet notamment de gérer les codes TVA pour l'OSS. Par exemple, dans le cas de la France, j'ai mis FR20 pour déterminer que c'était un client français. Et je lui ai dit de calculer 20% de TVA et de répartir ces 20% dans des grilles TVA et des grilles basses qui sont différentes de celles utilisées pour la Belgique, pour simplement éviter que ces montants ne se retrouvent dans la déclaration TVA belge. Et ces codes, quels qu'ils soient, ça pourrait être 900 et 990, ou ça pourrait être 800 et 890, ou 800, 810, nous permettront de faire des recherches très simplifiées après pour savoir quels sont les montants qui doivent être pris automatiquement dans les déclarations OSS. Là, nous parlons des TVA dus sur vente. Là où ça se complique probablement un peu, c'est les TVA dus sur les TVA à récupérer sur achat. Alors, tout ce qui est 06, 12, 21, de nouveau, ça n'a pas tellement de problème. Ici, on a même créé, je vois, un code 3%. Par contre, par exemple, pour les TVA co-contractants, je peux l'appeler COCON, je peux l'appeler COC, peu importe. Je calcule sur la première ligne 21% de TVA que je mets au débit du compte TVA de la grille 59 et dans la base imposable 87. Et au crédit de la grille 56 et 87, tout simplement parce que cette TVA est à récupérer d'un côté et à payer de l'autre. Alors, vous allez me dire, pourquoi n'avez-vous pas utilisé la grille 81, 82 ou 83 ? C'est pas compliqué, cette grille est utilisée uniquement à partir du plan comptable. C'est dans le plan comptable qu'on détermine s'il s'agit de biens et services divers, de marchandises ou d'investissements. Et en regard des éléments du plan comptable, il ira mettre effectivement la TVA dans la grille 59, la base imposable dans la grille 87 et la base imposable également dans la grille 81 s'il s'agit de marchandises, 82 biens services divers, 83 investissements. Alors, la gestion de ces codes TVA nous permet également de gérer des utilisations privées. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, mais en une seule opération, en fait, avec un seul code TVA, par exemple ici électricité 80% privé, je peux aller répartir 80% du montant total TVA comprise dans le compte courant du gérant et les 20% restants hors TVA plus TVA dans les bonnes grilles de la déclaration TVA et dans les bons comptes comptables qui auront été associés dans l'utilisation du code d'électricité privée. Alors, le co-contractant se joue de la même manière que l'hors communautaire ou l'intracommunautaire. Nous avons la possibilité de créer des codes journaux. Alors, pour la faire facile, les codes journaux, vous pouvez créer autant de codes journaux que vous voulez. Et chaque code journal doit être associé à un type de journal. Par exemple, ici, facture d'acompte. Si je vais voir en fait à quoi elle correspond, j'ai marqué les factures d'acompte et il doit être attribué à un type qui s'appelle facture d'acompte. C'est-à-dire que, par exemple, je crée un nouveau journal, je l'appelle VBB pour facture, et là je peux lui dire que ce sont
des factures d'acompte, ce sont des ventes, ce sont des OD, mais ce n'est pas le cas ici, ce sont des factures. Mais je pourrais très bien créer un journal d'OD récurrente qui s'appelle VBB, pourquoi pas. Donc, ceci est totalement libre, ceci est lié au type de journal. C'est le type de journal. S'il s'agit d'une banque, il faudra alors lier un compte bancaire. Automatiquement, nous sommes obligés de lier un compte bancaire. Le suivi analytique, nous travaillons le suivi analytique sur 2 axes en parallèle. Il est prévu de le faire sur 4 axes en vertical. Pour l'instant, nous travaillons sur 2 axes en parallèle. Ceci est le titre du code analytique, mais nous avons des sous-codes analytiques qui viennent se greffer en dessous du code principal. Donc 2 axes, le premier axe ABC, le deuxième DEF, et en dessous de l'ABC, j'ai différentes options qui me permettront de faire des sous-comptes analytiques. Nous n'avons pas à ce niveau-ci de répartition automatique. Cette option est prévue pour fin d'année, sur 4 axes. La gestion des modèles d'écriture, nous y reviendrons tout à l'heure. Elle se génère à partir des écritures que l'on enregistre. On crée une écriture, on enregistre un modèle. Les modèles d'écriture se retrouvent au niveau de ce type de fichier. Les infos fiscales. Les infos fiscales nous permettent de gérer les relevés 325, mais également d'autres relevés éventuels comme les taxes ou comme les assurances, où on pourrait faire un relevé tout à fait particulier. Le relevé 325 concerne uniquement les honoraires, les commissions, les frais et les avantages. Par exemple, ici, j'ai mis assurance, et en fonction du code, du type d'assurance, si j'associe le code qui est attribué ici à un compte comptable, à chaque fois que j'utiliserai le compte comptable, il ouvrira un fichier qui me permettra de rentrer mes assurances à l'intérieur de ce fichier. Comme par exemple pour les taxes voitures, je pourrais très bien mettre T pour taxe et automatiquement l'information sera enregistrée. Les racines de compte, les racines de compte sont préparamétrées évidemment au départ, c'est simplement pour déterminer les racines des comptes clients, les racines des comptes fournisseurs, les échéances standards en sachant qu'on peut attribuer à chaque client ou à chaque fournisseur des échéances particulières, un nombre de positions sur la taille du compte client et du compte fournisseur, et les codes TVA par défaut, en sachant de nouveau que chaque compte comptable peut se voir attribuer un code TVA par défaut. Je parle des comptes clients et des comptes fournisseurs. Les racines des comptes. Alors, ces racines ont leur importance par rapport à des comptabilités étrangères. Nous savons en Belgique, 5 c'est les financiers, 6 c'est les charges et 7 c'est les revenus. Ce qui n'est pas le cas pour la Hollande, par exemple, où le programme pourrait être également utilisé. Les codes d'affectation des résultats bénéficiaires et déficitaires, les affectations des résultats, la longueur maximale des comptes au niveau du compte comptable, de sorte qu'on puisse gérer des classes également. Les valeurs par défaut, qui nous permettront par après d'enregistrer automatiquement en fonction du type de différences de change, de différences financières ou de charges exceptionnelles, des comptes préparamétrés. Et nous avons ici, comme nous l'avons vu tantôt, on a déterminé par défaut, mais c'est juste une information qui va générer un automatisme de l'emploi comptable, que tous les comptes qui commençaient par 60 étaient de facto influencés de facto la grille 81, les comptes 61, la grille 82 et les investissements de la classe 2, la grille 83. Et là, je gère également, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, la gestion des assurances et des taxes. De sorte que je dis tout ce qui est 613 concerne les assurances par défaut, ce qui n'est peut-être pas le cas parce que je peux avoir des honoraires derrière, mais c'est une information. 640, ce sont les taxes. Et au moment où, si j'utilise un compte 64 pour lequel j'ai enregistré
un compte T dans le type, et on y arrivera tout à l'heure dans le plan comptable, automatiquement, il ouvrira un autre fichier qui me permettra de scanner ou d'enregistrer le type de taxe pour en faire un fichier particulier par après. Okay. Les modèles de rappel permettent, comme son nom l'indique, de faire autant de modèles que souhaité. Si je passe sur la version française, là j'ai prévu des modèles pour le rappel par exemple niveau 3, et je dis que ce rappel niveau 3 doit être envoyé 30 jours après la date d'échéance. Mais rien ne m'empêche d'envoyer un rappel de paiement ou une relance de paiement avant la date d'échéance. Je pourrais très bien dire 8 jours avant la date d'échéance, j'envoie un petit rappel au client avec les informations de sa facture en lui disant n'oubliez pas de me payer ma facture dans les 8 prochains jours. Le contenu est totalement libre, français, anglais, néerlandais, tout ce qu'on souhaite, avec la possibilité d'insérer les informations de la facture. Donc, vous nous êtes redevable de la facture numéro 228 du 4 du 12, dont le montant est de 226,47 €. Les paramètres email nous permettent, quand on fait des factures, ça concerne éventuellement les rappels papier, c'est très important. Donc c'est un exemple pour simplement montrer qu'on peut utiliser du surlignage, des codes, des caractères gras. Et c'est les informations, ces informations sont les informations qui devraient apparaître sur le document rappel papier, sachant que les rappels que j'ai montrés juste avant concernaient en fait les rappels automatiques. La note sur la facture, c'est une note qui est envoyée automatiquement à toutes les factures qui partent avec une information, par exemple, fermeture annuelle. Gestion des abonnements, les ventes, devis, les bons de commande et l'historique des emails. Tous les emails qui ont été envoyés aux clients avec les rappels de paiement. Les options. Les options, c'est un outil qu'il faut ouvrir de temps en temps parce que nous rajoutons au fur et à mesure pas mal d'options dans le programme. En fonction du module qui a été acquis par le client ou par la fiduciaire, on va se retrouver avec des possibilités d'activer ou non le module. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, est-ce que je veux gérer mes projets, mes prestations? Est-ce que je veux gérer mon multidevise? Est-ce que je veux gérer mon analytique au niveau 1, les factures UBL, etc., etc. Donc, c'est très important de régulièrement vérifier ce que nous avons comme nouvelle option dans les paramètres options. Les rapports d'activité, c'est un mouchard. Il nous dit simplement qui a fait quoi, quand, à quelle heure, quel utilisateur qui a rajouté une option, qui a enregistré un devis, qui a délité une information, quelle date, quelle heure. Les fichiers importés, c'est ici que nous allons retrouver en fait l'ensemble des fichiers qui auraient été importés par l'utilisateur, que ce soit au niveau des comptes clients et des comptes fournisseurs, au niveau d'un nouveau plan comptable, au niveau des transactions, parce qu'il est très possible d'importer des transactions au format XLS ou au niveau des fichiers articles. Alors, les fichiers importés peuvent faire l'objet d'une suppression. Ça veut dire que si on supprime, par exemple, dans ce cas-ci, item Excel 0102-2021, il ira supprimer tous les articles qui ont été importés, pour autant qu'entre-temps, il n'ait pas fait l'objet d'une utilisation. Sinon, il ne les supprime pas. Par contre, au niveau des transactions, il ira supprimer toutes les transactions qui ont été apportées. À prendre avec modération.
La gestion des favoris et la gestion du menu vertical. Les favoris vont gérer en fait tout ceci ici au-dessus, à savoir que nous pouvons maximum en mettre 10. Donc c'est ici qu'on va mettre les éléments importants auxquels on fait appel quand on utilise le programme. Et ça se fait de la même manière que pour le menu vertical, on choisit ce qu'on veut afficher en haut de l'écran, dans la barre horizontale. Dans la barre verticale, par défaut, dans un programme complet, nous avons accès à toutes les informations, il suffit de mettre tout et on sélectionne tout. Mais rien ne nous empêche de dire, mais moi, la gestion des véhicules, du calcul des dépenses de l'admin ou des taux de déductibilité ne m'intéresse pas du tout. Eh bien, je peux enlever véhicule, je peux enlever assurance, je peux enlever les budgets et finaliser un écran, un menu de saisie qui me convient, qui correspond à mes demandes. Les autres points, l'éditeur HTML concerne principalement la gestion commerciale, je ne rentrerai pas dans le détail, il permet de dessiner ses propres factures. La gestion des backups. La gestion des backups est un outil qui génère automatiquement les backups au format XLS. Le backup ne permet pas d'être restauré tel quel. Il permet simplement d'obtenir toutes les informations, que ce soit les comptes articles, les comptes clients, fournisseurs, plans comptables, transactions, tous les historiques sous format XLS. Donc on pourrait les récupérer en les réinjectant dedans, en sachant que les backups sont faits chez nous à raison de 5 fois par jour, et que si jamais il y a un problème, c'est nous qui intervenons au niveau de la récupération. Les envois par lot. Les envois par lot permettent aux clients de la fiduciaire d'envoyer, par exemple, toutes ces factures de telle date à telle date au format UBL et au format PDF, de sorte que la fiduciaire qui travaillerait, et c'est dommage, sous un autre produit, pourrait importer les factures UBL ou les factures PDF dans son produit. Il faut savoir que cet envoi par lot peut être également fait à partir des listes de vente ou d'achat. Voilà, nous avons passé en revue les principaux paramètres relatifs à la comptabilité. Nous allons maintenant rentrer dans la gestion des fichiers. Alors, la gestion des fichiers est commune, évidemment, à la gestion commerciale et à la comptabilité. C'est pour ça qu'elle est relativement complète. Si je rentre dans un fichier, nous allons d'abord rentrer dans le fichier plan comptable, puisqu'il intéresse la comptabilité de manière principale. Je me retrouve ici avec le plan comptable général réparti sur toutes ces classes. Donc, si je veux afficher, par exemple, les charges, j'appuie sur le compte 6 et automatiquement, il m'affiche les charges. Et vous verrez qu'en regard du compte, j'ai des colonnes qui sont affichées. Activité, ça veut dire qu'il y a déjà eu des écritures dessus et que je ne pourrai pas aller supprimer le compte. Je n'ai pas le bouton suppression du compte et celui-là ne permettra pas de le faire non plus, pas plus que celui-ci. Il est bloqué parce qu'il a déjà été activé. Même s'il n'a pas été activé dans la période, c'est-à-dire que je pourrais très bien aller voir tout ce qui s'est passé depuis janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021 et afficher les soldes. Mais je ne pourrai pas désactiver ou supprimer ce bouton puisqu'il a été activé. Je peux déterminer au moment où j'enregistre un compte, lui dire s'il peut être activé dans les ventes ou les achats. Dans ce cas-ci, 600 000 est activé uniquement dans les achats. Mais je pourrais très bien avoir peut-être un compte d'escompte ou un compte de remise exceptionnelle que je voudrais voir activé aussi bien dans les achats que dans les ventes. Je vous montrerai au moment où j'enregistre le compte comptable, ou si je veux, je peux le modifier. Je peux très bien dire, moi j'aimerais bien que ce compte soit activé aussi bien dans les achats que dans les ventes. Il suffit de le mettre ici. Par défaut, comme c'est un compte de la classe 60 et qu'il a été préparamétré comme tel dans les paramètres, je lui dis que c'est un compte de marchandises. Donc automatiquement, il ira mouvementer la grille 81 de la déclaration TVA lorsqu'il y aura une imputation. Derrière ça, je peux lui dire, il fait l'objet du relevé fiscal 285,50, 325,50, ce qui n'est pas le cas ici, donc je l'enlève.
je peux lui dire que je souhaite établir des dépenses non admises, des dépenses non admises ou des déductions pour investissement sur ce compte-là, ce qui n'est pas le cas non plus sur ce compte de marchandises, ça n'a pas beaucoup de sens. Si je mets par exemple un pourcentage sur ce compte, 25%, automatiquement, il ira faire un relevé sur l'ensemble de la période sélectionnée et calculer le pourcentage de dépenses non admises ou de taux pour des déductibilités pour investissement. Les intitulés multilingues, ça c'est si on arrive dans de la comptabilité, je dirais, multilingue. Le type de compte, ce type de compte n'est intéressant que si l'on souhaite faire des exports vers d'autres programmes de gestion. Donc je propose qu'on le mette entre parenthèses, il n'a pas tellement d'importance. Le compte de reporting permet, comme son nom l'indique, de faire éventuellement du reporting. Donc on pourrait très bien associer un compte 600 000 à un compte anglo-saxon 422 ou à une autre comptabilité et faire du rapprochement par la suite. Cela pourrait amener, et ce n'est pas le cas ici, vers la comptabilité européenne également. Et ceci concerne les codes pour le bilan luxembourgeois. Pour qu'il soit mis à jour, il faut que vous ayez installé la version luxembourgeoise. Et la version luxembourgeoise s'installe automatiquement pour autant que le code pays de la société soit Luxembourg. Donc, dans ce cas-ci, le compte 600 000, vous voyez, les ventes, non. Les achats, oui. Les rappels, je n'ai pas sauvé, mais normalement, non. Ça n'a pas de sens de mettre un rappel sur un compte avec 600 000 et des dedans non plus. Donc, je vais de nouveau le corriger. Voilà. J'enlève la DNA, j'enlève le relevé fiscal et j'enlève le code rappel pour faire du rappel ou du lettrage et j'enregistre. Et automatiquement, il va me mettre à jour le compte 600 000 de charges. Voilà. Toute une série de boutons ici. Alors, tous les boutons qui sont là sont regroupés en clair ici. Mise à jour des sous-totaux, c'est-à-dire que, imaginons que j'ai apporté un plan comptable sans sous-total 666. Eh bien, automatiquement, ce bouton me permet de mettre à jour tous les sous-totaux qui se retrouvent ici en dessous sur 3 positions. 60, 600 sur 4 positions. Ok. Alors, ce bouton-ci me permet de mettre à jour des éléments de manière automatique. C'est-à-dire, par exemple, je sélectionne les trois premiers comptes qui sont ici, en cochant dans l'application. Je peux tout sélectionner en cochant la case principale ici. Je vais dire, par exemple, je ne prends que ces comptes-ci. Et je vais faire une mise à jour en disant que ce sont des comptes d'achat ou des comptes de la grille 81 par défaut, parce que j'ai importé un plan comptable et que ce n'est pas dedans par défaut, eh bien je mets marchandises et automatiquement je mets à jour les 3 comptes qu'il était probablement déjà ont été mettre à jour marchandises. Ce bouton-ci me permet de faire un export global vers Excel. Ce bouton-ci, un export en TXT pour un transfert éventuel vers un programme Sophista ou autre BNB, en sachant que nous verrons tout à l'heure qu'il y a d'autres possibilités. Une autre présentation d'Excel et la possibilité d'effacer des comptes qui sont sélectionnés, qu'on sélectionne manuellement, pour autant qu'ils n'ont pas été mouvementés, sinon ils ne pourront pas être supprimés. Et les comptes qu'on ne peut pas supprimer, je rappelle, ne sont pas cadenassés. Les comptes qu'on peut supprimer sont ceux qui ne sont pas cadenassés ici. La mise à jour du type de compte. Le type de compte permet de mettre à jour les fameux comptes dont je vous ai parlé, qui concernent les comptes qui doivent être importés vers un autre outil. Ce n'est pas très, très important dans ce cas-ci. On peut apporter des comptes d'un autre plan comptable et on peut bien entendu créer un nouveau compte. On peut afficher les sous-totaux ou pas, on peut afficher les comptes soldés ou non, de sorte qu'on se retrouve avec ce qui est
l'équivalent d'une balance pour autant qu'on mette les dates correctes ici au-dessus. Un compte peut être recherché via son numéro ou via un intitulé. Honoraire. Automatiquement, m'affiche les honoraires. Ça, c'était le plan comptable. Maintenant, nous allons passer dans les clients, en sachant que les fiches fournisseurs travaillent de la même façon que les fiches clients. Si ce n'est qu'un client, on attribue un compte 400 et un fournisseur un compte 440, puisque c'est ce qui a été paramétré. Dans les fiches clients que nous avons ici, nous avons affiché quelques colonnes. Les colonnes peuvent être choisies ici et y mettre les colonnes que je souhaite. Si je veux rajouter par exemple l'échéance de mon client, je fais simplement glisser l'échéance dans la colonne qui est là. J'ouvre et je peux, à partir de ce moment-là, rechercher, si je le souhaite, toutes les échéances. Ici, c'est un jour, mais par défaut, il n'y a pas grand-chose. Mais je peux également trier, par exemple, sur le code client, sur le code délégué, sur le numéro de TVA, voir tous les numéros de TVA qui manquent, ou les numéros de TVA par ordre ascendant ou descendant. Ou faire des recherches sur tout ou partie du nom. Par exemple, je vais chercher meuble, et on va me chercher meuble. Donc, toutes les infos de la fiche client se trouvent ici, et elles peuvent être transférées sur l'écran d'affichage. Si maintenant je veux aller voir le compte de Beaumont Meubles, soit je clique sur le nom du client, je peux aller voir son chiffre d'affaires, je peux aller voir la synthèse de tout ce qu'il a acheté, son grand livre client, l'historique des mails qui ont été envoyés, l'historique des rappels qui ont été envoyés. Je peux retourner à la liste. Si par exemple je prends quelque chose de plus parlant, je prends Dominique Hugo, je peux voir tous les articles qu'il a achetés, pour autant que j'ai la gestion commerciale qui est annexée à la comptabilité. Je peux afficher sa fiche client. Si j'enregistre un numéro de TVA, automatiquement, il va me donner les informations du client, l'adresse, le code postal, la localité et le nom de la société. J'invite, s'il est marqué SRL ABC, à enlever le SRL. Pour la bonne et simple raison, au moment où vous allez créer le client, il va créer le client SRL Hugo, par exemple, et le jour où vous voulez faire des tris, il va trier tous les SRL en même temps, ce qui est un peu dommage, ça serait mieux de les avoir par ordre de société. D'autant plus que derrière, par défaut, ici, il ira mettre SRL Hugo. Si vous ne mettez pas de code client vous-même, automatiquement, le programme prend les 6 premières positions du compte client qui est repris ici. Toute une série d'informations. Autre numéro fiscal, c'est de nouveau principalement pour les clients luxembourgeois, puisqu'ils ont deux numéros, comme nous l'avions avant avec les registres commerce et le TVA. L'adresse de facturation avec une adresse de livraison qui peut être similaire, mais cela concerne uniquement la gestion commerciale. Une gestion de contact, multi-contact, avec possibilité d'envoyer les factures à un ou plusieurs contacts ou un autre contact du client. Les informations générales, comme je vous ai dit tout à l'heure, le numéro du client qui est repris par défaut, les 6 premières positions du code client, du compte client. Un compte comptable de contrepartie automatique, très pratique pour les achats, beaucoup plus pratique que pour les ventes. C'est-à-dire que si j'ai l'expert comptable, je vais très bien mettre honoraire expert comptable en regard du compte fournisseur. Une TVA automatiquement. S'il est luxembourgeois, je vais mettre intracommunautaire. S'il est anglais, hors communautaire. Et si c'est un co-contractant, pourquoi pas une vente co-contractant ou un achat co-contractant. Un article par défaut, de nouveau, si la gestion commerciale est annexée à la comptabilité, et la possibilité d'imposer l'enregistrement ou non, ce n'est pas obligatoire, même si on l'impose, d'une information pour le relevé 325 concernant les honoraires. Cela concerne bien entendu les fournisseurs. L'adresse de livraison qui, comme je l'ai dit tantôt, pouvait être égale à l'adresse de facturation, et les informations bancaires. Les informations bancaires,
pourrait ne pas avoir d'importance dans ce cas-ci, mais nous y reviendrons dessus concernant l'enregistrement des fichiers CODA ou des fichiers bancaires quelconques, les fichiers importés ou les fichiers récupérés automatiquement de la banque. Dans les fichiers récupérés de la banque, nous avons toutes les informations du client, dont le numéro de compte bancaire. Si jamais, au moment où on consulte le relevé, il ne trouve pas d'informations par rapport au nom, par rapport au montant, par rapport à la communication structurée, par rapport à une communication normale, eh bien, en tout cas, le code IBAN étant unique, il peut encore se baser dessus pour retrouver le bon client ou le bon fournisseur. Les notes sont tout à fait internes et ne concernent que l'utilisateur de Picsou. Les champs personnalisés. Le programme Picsou permet l'enregistrement de 5 champs personnalisés qui peuvent être de type numérique, de type texte, de type date ou de type liste. Et donc, on pourrait très bien associer, comme je l'ai fait ici, une date d'anniversaire pour un client. C'est un champ tout à fait personnalisé pour la bonne et simple raison que ce n'est pas le genre d'élément qu'on met dans une fiche standard. Pas plus, par exemple, pour un garagiste qu'un numéro de plaque de voiture qui peut être au niveau du client pour pouvoir le retrouver facilement. E-Files. Dans le e-file, ce sont des documents qui sont propres au client. Ça peut être un contrat qu'on a signé avec le contrat, une lettre de mission par exemple, et on la met dans sa fiche client. Cette info se retrouve également dans e-Documents qu'on va retrouver ici plus bas, mais de manière personnalisée. Donc dans e-Documents, on aura le client Hugo en fonction du client dans lequel on se trouve avec ce document, mais on l'aura également indexé ici. Et alors la gestion des tarifs particuliers concerne uniquement la gestion commerciale si elle est annexée à la comptabilité. Ceci, c'est pour les clients. La gestion des fournisseurs se fait exactement de la même manière. La gestion des employés, c'est principalement pour la gestion commerciale le calcul des commissions pour les représentants. Passer au module de comptabilité et commencer par les saisies comptables. Il est clair que les saisies comptables n'ont d'intérêt que pour autant si le client n'a pas enregistré de vente via sa gestion commerciale ou d'achat via sa gestion commerciale. Je rentre dans les modules des ventes. L'écran que vous voyez apparaître ici sera identique que ce soit pour les crédits sur vente, les achats ou crédits sur achat, avec quelques notions de différence effectivement entre les achats et les ventes. Mais de toute manière, ce qui est très important, c'est que tous les champs que vous voyez apparaître à l'écran, en tout cas ceux qui ne sont pas obligatoires, peuvent ou non être affichés. Imaginons que le champ communication libre, je ne souhaite pas le voir apparaître. Le modèle d'écriture qui n'a probablement de sens que pour les achats, je ne souhaite pas le voir apparaître. Pas plus que le délégué représentant, voilà, je l'enlève et n'apparaît plus. Et donc je me retrouve en fait avec un code client, un code journal, une référence, à la limite de nouveau la référence, si elle m'embête, je l'enlève et je diminue ainsi les tailles d'écran. Ces fonctions peuvent être générées à partir de la petite roue que vous voyez ici. Je choisis maintenant un client et imaginons que ce client soit le client meublé. Je peux faire une recherche sur son nom ou sur son code. Je peux également faire d'autres recherches via le petit bouton qui est ici et dire par exemple je sais qu'il habite 7860 à Lessines et qu'il s'appelle, c'est Arcophile, je me suis trompé, c'était un autre client, je fais Arcophile. Je peux visualiser la fiche du grand livre directement du client Arcophile et vous noterez qu'il ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle je me retrouve avec toutes les infos du client, avec l'info du client Arcophile. Il me suffira d'appuyer ici pour avoir l'historique complet du client en question. Nous reviendrons tantôt sur la fiche du grand livre et les possibilités qu'il y a par rapport à cet état. Nous pouvons aller modifier la fiche du client. Donc nous avons vu tout à l'heure comment rentrer dans une fiche client. Nous pouvons la modifier. Nous pouvons avoir ici une synthèse de tout ce qui s'est passé pour le client Arcophile. Ce sont bien entendu des éléments qui peuvent être des factures payées et des factures impayées, mais ça peut également concerner des factures d'acompte, des bons de livraison, des devis, qui sont alors issus de la gestion commerciale.
Et je peux avoir ici l'historique de toutes les transactions avec la facture numéro 288 de vente du 17 septembre 21 pour un montant de 200 € hors TVA, etc., etc. Tout ce qui concerne le client Cofil, mais uniquement sur les comptes de contrepartie, dans ce cas-ci de la classe 7. Pour les achats, ça sera le compte de contrepartie de la classe 7, uniquement les contreparties. Donc, j'enregistre pour Arcofil, il m'affiche par défaut le dernier code journal utilisé qui, dans ce cas-ci, est vécu, mais je peux aller choisir un autre si j'avais d'autres journaux créés. Il incrémente le numéro de pièce d'une unité automatiquement. Il lui met dans sa note ou la référence, si j'avais laissé le champ référence, il aurait affiché le numéro de pièce et dans la note le nom du client, mais ça a peu d'importance. Donc, cette note, je vous rappelle, nous pouvons l'enlever à partir d'ici. Il m'informe de la dernière date de facture qui a été enregistrée. Nous gardons la dernière date tout simplement parce que quand vous enregistrez des factures avec 1 mois de retard ou 3 mois de retard en fonction de TVA, vous les enregistrez par ordre probablement chronologique de date et de pièces. Et donc nous reprenons, peut-être que plusieurs factures ont été faites sur la même date, donc on reprend toujours la dernière date de facture. Donc dans ce cas-ci, imaginons que la facture date de février, du 10 février 22. Automatiquement, il recalcule l'échéance en fonction de l'information de la fiche client. Et dans ce cas-ci, il me dit, et c'est très bien, il me dit qu'il y a un problème entre la date de facturation et la période TVA. Donc je vais enregistrer, si j'accepte l'erreur ou le message, je vais enregistrer une facture du 10 février en période janvier, ce qui n'est pas bon. Donc je vais l'enregistrer en période TVA de février. Je mets ici le montant TVA comprise, 458,96 par exemple, et automatiquement, il aura déjà été m'afficher le compte de contrepartie qui est associé à Arcofil, la TVA associée à Arcofil, et il aura enregistré le montant TVA et hors TVA pour me donner le montant final, différence 0. J'enregistre et je peux passer à la facture suivante. Imaginons maintenant que je fasse une facture que j'enregistre une facture pour le client Meubli. Je tape Meubli, meuble. J'ai un montant de 789,52. Là, on n'a pas associé de compte à Meubli, mais je sais que c'est un 700 vente de déchets rebut par exemple. Je sais que c'est du 21% de TVA. Et là, il me calcule le tout automatiquement. Maintenant, imaginons que sur la première ligne, j'ai 500. Il va me forcer, évidemment, à enregistrer une autre ligne. Par défaut, il me met le compte 700 000, mais je peux aller chercher un autre compte, bien sûr. Je peux lui dire que c'est une autre TVA, et automatiquement, tout est recalculé en fonction d'eux. Si j'enregistre, il va me mettre un petit message pour me dire « Meubli ne disposait pas de compte comptable ni de code TVA par défaut. Souhaitez-vous mettre à jour la fiche ?» Bien oui, comme ça, la prochaine fois, je ne dois plus m'en occuper. Donc voilà, nous avons enregistré 2 factures de vente. On peut encore en faire une pour le fun. 7893, j'enregistre et vous pouvez constater que cela va relativement vite pour enregistrer toutes les factures de vente. Nous allons passer maintenant aux achats et vous verrez que l'écran se présente de la même manière. Et là, je vais par exemple dire, ok, je prends le fournisseur Club, j'en ai pour 122,63 €. C'est un bureau d'études, mais je peux bien entendu dire ce sont des honoraires architectes par exemple. C'est pas un intracommunautaire, c'est du 21%. Et vous voyez que automatiquement tout vient se mettre à jour. Imaginons que j'enregistre et je passe. Et là, je dis, comme j'ai changé le compte qui était de bureau d'études en honoraire architecte, je dis oui, comme ça la prochaine fois, il me proposera honoraire architecte. Je vais maintenant enregistrer une facture, par exemple, de Proximus. On va faire un truc facile, 1210 €. Et j'ai des frais de téléphone pour 100 €. J'ai du GSM. C'est le même compte, mais c'est pas grave. Je vais dire pour 150 €. Et j'ai de l'Internet. Je tape Internet, vous voyez automatiquement, il va chercher pour 750 €. Alors là, j'ai 3 lignes.
Et vous avez vu qu'ici, il m'a mis la référence qui était la même que celle de la facture. Là, ce sont des champs libres. Alors, il faut savoir que j'ai également, en regard de chaque ligne, la possibilité d'aller chercher dans le plan comptable, d'aller visualiser le grand livre du compte de frais de téléphone, d'aller dupliquer la ligne d'écriture avec les mêmes infos. Et ici, j'ai d'autres infos possibles dans lesquelles je peux mettre une description de la ligne de contrepartie. Je peux même gérer, si je le souhaite, mais il l'afficherait par défaut si j'avais associé une dépense non admise pour un de ces comptes-là. Si j'avais mis dans le plan comptable 25%, il m'aurait mis 25% ici. Et je peux gérer de l'analytique si je souhaite gérer l'analytique en sachant que si je détermine l'analytique dans le compte comptable obligatoire, il me forcera à passer sur le champ. Et donc là, j'enregistre ces écritures, mais avant de les enregistrer, je vais enregistrer un modèle d'écriture. Et je vais l'appeler Proximus 0222. J'enregistre. Il me demande de mettre à jour, je mets à jour. Et imaginons que le mois prochain arrive la facture de Proximus. Je rappelle Proximus. Je vais chercher le modèle. Alors, pour rechercher le modèle, je dois d'abord évidemment afficher le champ modèle dans mes listes de champs affichés. Et là, je vais chercher le Proximus 0222 et va me reprendre les mêmes infos que le mois précédent. Alors bien sûr, si le montant change là, il faudra changer les différents montants qui se retrouvent par défaut imputés ici. J'enregistre, mon écriture est enregistrée. Je peux enregistrer des fournisseurs avec du co-contractant et je vais vous montrer le résultat de l'écriture co-contractant 4587. Imaginons que ce soit des prestations et je dis ici c'est du co-contractant. Vous voyez 4587.12 en co-contractant. J'enregistre, mais je voudrais quand même vous montrer, je vais simplement faire enregistrer pour passer à la page suivante et vous montrer en fait le détail de l'écriture dans le fichier des transactions. Vous allez sur détail de la transaction et automatiquement vous allez retrouver ici le compte 615 4587, la TVA à payer et à récupérer et le montant de la facture automatiquement à payer au fournisseur. Avec le code TVA ici, les grilles de la déclaration qui sont mises à jour, la grille 87 parce que c'est une co-contractant, et dans ce cas-ci, ça sera une grille 82 supplémentaire qui sera également imputée dans la déclaration TVA. Je peux reprendre cette facture-ci pour la corriger si besoin, ou appuyer sur retour. Je me retrouve dans la facture et dire oups, je me suis trompé, c'était pas 4587, c'est 4500 tout rond. Automatiquement, si je fais ceci, il a corrigé mon écriture et tout est passé dans l'ordre. La gestion des crédits sur achat se fait de la même manière, sans autre forme de procédure. Opérations diverses. Les opérations diverses nous permettent, comme son nom l'indique, de passer toutes les opérations de régularisation de salaire. Alors, je peux créer autant de journaux d'opérations diverses que je le souhaite. Je vais créer l'écriture au 28 février. Je peux utiliser un libellé libre ou une duplication d'intitulé. Imaginons que ça soit des salaires. Et je dis, je peux aller chercher un modèle de salaire. Imaginons ici que je vais chercher le modèle de salaire par TENA. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai 6500 par défaut. Imaginons que cela est augmenté et je me retrouve avec 6000 ici. Il suffit de changer. Le fait de changer ici, débit égale crédit, je peux enregistrer l'écriture. Le fait de le changer ici ne change pas le modèle d'écriture que j'ai passé. Une fois que j'ai enregistré l'écriture, comme je ne suis pas passé à l'écriture suivante, j'ai simplement enregistré, je n'ai pas mis enregistrer nouveau, il m'affiche l'ensemble des opérations diverses que j'ai déjà passées dans l'onglet opérations diverses. Si c'est un journal d'opérations récurrentes, par exemple les OD d'abonnement, des OD qui arrivent tous les mois avec les mêmes montants, que ce soit
des OD d'amortissement ou des OD d'emprunt, par exemple, automatiquement, je pourrais les retrouver dans le journal des OD récurrentes. Avec un autre type de journal. Ici, j'ai ODR, et ici, j'ai DIV, par exemple. Mais je pourrais très bien avoir OD, ou je peux planifier un journal de contrepassation, c'est-à-dire que je peux très bien dire, j'enregistre aujourd'hui une opération diverse sur un compte de facture à recevoir le 404 000, on est au 31 décembre de l'année, je veux clôturer mon exercice avec cette opération diverse de facture à établir 404 000, eh bien, je peux déjà la planifier pour le 31 janvier de l'année suivante, pour la contrepasser si je le souhaite. Ce qui permet de ne pas oublier la contrepassation. Et là, je peux planifier à date. Toutes les opérations de banque vont se retrouver ici également, et toutes les transactions importées vont se retrouver également dans ces différents onglets. Si je veux enregistrer une nouvelle opération diverse, ou une nouvelle OD récurrente, j'appuie sur le petit plus qui est ici. On va d'abord commencer par les opérations diverses. Je retourne dans mes opérations diverses. Je fais l'écriture le 28, et je m'aperçois ici que le numéro de pièce n'a pas été affiché. Référence, voilà. Suffit. Alors, nous avons une référence interne et une référence qui est propre à vous. C'est-à-dire que la référence interne est un numéro unique. On ne peut pas utiliser deux fois le même numéro. C'est-à-dire que je pourrais très bien être au 227 et utiliser l'OD2 parce que je suis en février. Donc, j'utilise l'intitulé libre. Je peux faire une recherche sur un montant pour faire une correction. Je peux par exemple rechercher 1210. Et je dis par exemple, je voudrais contrebalancer ce montant-ci. Je clique, j'appuie sur la fonction Escape. Et automatiquement, il va déjà m'informer d'Alexandra. J'ai mis intitulé libre, donc ça veut dire que je dois mettre moi-même un intitulé. Si je veux une duplication d'intitulé, automatiquement, la ligne suivante de contrepassation reprendra le même intitulé. Et là, je vais le contrepasser par le client Meubi. Voilà, Meubi. Et là, je dis simplement 1210, j'enregistre mon écriture, ou je peux passer à la ligne suivante, mais bon, dans ce cas-ci, j'enregistre. Et de nouveau, je vais retrouver, je n'ai pas fait enregistrer, continuer, j'ai retrouvé mon écriture qui est ici. Si je veux la visualiser, j'appuie sur le code qui est là, j'ai l'écriture. Si je veux la modifier, soit j'appuie sur le petit plus qui se trouvait à l'extrême droite de l'écran, soit j'appuie sur la fonction Edit et je me retrouve à pouvoir corriger l'écriture telle que je la veux. Je peux rajouter des lignes. Donc je vais par exemple faire une facture à établir, 400 factures à établir pour... et là, comme c'est un compte qui est déclaré lettrable, il m'affiche déjà ce que j'ai en facture à établir. Je dis, bah, je vais prendre celle-là, je vais la corriger. Hop. Nouvelle transaction par le compte 700 003. Et j'enregistre. Alors, j'ai oublié de montrer la possibilité, de nouveau, avec les trois petites boules qu'il y a ici, d'afficher les informations pour gérer de l'analytique. Je peux même, le cas échéant, à partir de là, gérer des informations du relevé 325 et même, le cas échéant, gérer les différentes grilles de la déclaration TVA. Imaginons que je joue sur un compte de la classe 600 000 et je veux aller je veux aller rajouter au débit de la grille 82 dans les OD 1200 € pour corriger ma déclaration du mois parce que l'erreur a été faite, etc. Voilà la gestion des opérations diverses. Concernant les banques, deux types d'enregistrements possibles. Les enregistrements, donc l'affichage ici des différentes banques. Je peux créer autant de banques que je le souhaite. Pour créer une nouvelle banque, il suffit d'appuyer sur le petit plus. On sélectionne un type d'opération bancaire, ça peut être des cartes de crédit aussi. Je lui donne un numéro de compte, je l'associe à un journal existant.
Je lui sélectionne un logo, parmi tous les logos qui existent, par exemple, et j'enregistre ma banque. Ici sera affiché le solde du dernier extrait. Si je veux voir les opérations, je clique dessus et je vois toutes les opérations de banque qui se sont passées, en sachant que le petit bouton ici me permet d'aller visualiser et modifier l'écriture de la banque. Possibilité d'importer des extraits via Coda ou n'importe quelle autre banque. Nous allons commencer par ceci. Donc là, par exemple, je choisis la banque avec laquelle je veux travailler. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne quarantaine de banques possibles, que ce soit ING, KBC, les principales sont là. Dans ce cas-ci, je prends un fichier, par exemple, qui est issu de Belfius. Je choisis mon fichier que j'ai eu soin de télécharger sur mon PC avant l'opération. Et c'est pas le cas parce que c'est le PC de Jessica. Et si j'avais un fichier, automatiquement, je pourrais le télécharger. Je vais voir si j'ai un fichier qui est existant, qui est déjà téléchargé dedans. Et voilà. Donc, en fait, j'avais préalablement téléchargé un fichier, et là, il m'affiche les différentes opérations du fichier de Belfius que j'ai téléchargé. Si la première recherche se passe sur la communication structurée, si cette communication structurée existe, automatiquement, il associe le compte comptable trouvé, le montant, toutes les informations sont remplies, c'est accepté. La communication ici existe, celle-ci n'existe pas. Mais peut-être que le montant existe. Si le montant existe, je clique sur Enter, il n'existe pas non plus, il n'y a pas de montant correspondant. Mais imaginons, je vais un peu tricher, et imaginons qu'il y a un montant ici de 1210. Si j'avais eu 1210, il m'afficherait toutes les écritures de 1210 qui sont là. Il aurait suffi que je fasse ceci, et automatiquement, il aurait associé le compte 400, le compte fournisseur club. Alors, et ici, c'est une opération diverse, donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour vous montrer. Si le compte bancaire existait, et c'est là que j'ai dit que le compte bancaire avait toute son importance dans les fiches clients et fournisseurs, parce que ce sont des comptes qui sont uniques, eh bien, si ce compte bancaire existait en regard du client ou du fournisseur Amadou, automatiquement, il aurait été sélectionné le bon compte fournisseur par rapport à ce client ou fournisseur. Donc, nous avons, pour récapituler, une recherche en priorité sur la communication structurée, en seconde position sur le compte bancaire, en troisième position sur le montant suivi de l'entité, pour autant qu'elle existe. Dans ce cas-ci, elle n'a pas été importée, pour des raisons qui sont peut-être propres au fichier Belfius ou au fichier NG, parce qu'il faut savoir que tous les fichiers qui sont importés, de quelque banque que ce soit, ne se ressemblent pas. Il n'y a que le fichier Coda qui est un standard, et là, si nous travaillons avec un fichier Coda, il n'y a pas de souci, nous avons également la possibilité d'importer du Coda. Deuxième possibilité au niveau de l'enregistrement des banques. L'extrait bancaire manuel. Alors il est clair que si on travaille sur 2, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes par jour, cela va beaucoup plus vite d'y aller manuellement que d'aller chercher un extrait à télécharger d'une banque, le mettre sur son PC puis le recharger. En sachant qu'une des options futures du produit sera l'intégration de Ponto que nous espérons pour le deuxième trimestre de cette année, donc très bientôt, où le fait d'ouvrir l'extrait bancaire apportera de facto toutes les opérations qui n'ont pas encore été traitées au niveau bancaire pour la banque dans laquelle on se retrouve. Alors, dans ce cas-ci, si j'enregistre un extrait bancaire, j'ai de nouveau la possibilité d'avoir des éléments que j'ai envie d'afficher ou de ne pas afficher. Je peux même de nouveau utiliser les comptes TVA pour mettre à jour des opérations, des frais qui seraient pour lesquels il y aurait une TVA à gérer, une TVA ou une base imposable à gérer. Et de nouveau ici, donc je suis dans mon extrait manuel, j'ai le solde d'ouverture et le solde final. Ce solde final est repris ici pour la bonne et simple raison que si nous avons plusieurs lignes qui sont affichées à l'écran, il reste toujours visible.
Donc ici, par exemple, je recherche un montant de 1210 €. Je suis en dépense. Automatiquement, il va m'afficher tous les montants débit-crédit, quels qu'ils soient. Et je sais que c'est un montant que je paye. Donc, je paye à MoveFaster 1210 €. Automatiquement, il va associer la bonne écriture 1210 €. Si, par exemple, maintenant, j'ai des frais de banque, je peux rechercher frais bancaires pour 65 €. Je peux aller rechercher toutes les factures que le client Alexandra doit me payer. Et je vais aller pointer, bon, dans ce cas-ci, apparemment, il n'y en a pas, mais imaginons qu'il ait payé 125 €. Je vais aller chercher Domi. Je sais qu'il en a. Manifestement, je ne choisis pas le bon Domi, c'est pas grave, 458. Le principe est le suivant. On recherche soit par montant, soit par référence. Donc je pourrais très bien aller mettre ici la référence d'une facture. Je ne mets pas je vais mettre une OD par exemple. Je ne sais pas si y a quelque chose dans ce OD-là, il n'y a pas. Il faudrait que j'aille voir les transactions. Ici, j'affiche en fait l'ensemble des transactions uniquement propres à ce journal. Donc on peut faire une recherche je récapitule, sur la dépense, sur une recette, sur la recette, sur un numéro de référence facture, peu importe lequel, et sur le nom ou le compte du client. Je peux supprimer l'info. J'enregistre. Est-ce que mon solde final est correct? Si le solde final ne correspond pas à votre extrait bancaire, je crains que ce ne soit une erreur que vous ayez faite parce que la banque ne se trompe pas dans ces extraits. Dernière saisie, la saisie des factures scannées. Les factures sont trouvées ici. Non, ça ne vaut pas la peine. Ok, donc par exemple ici nous avons importé une facture. Nous avons importé une facture du fournisseur Waterloo. Automatiquement, pour autant que les infos initiales du fournisseur soient déjà enregistrées dans le système, ça veut dire que le produit doit reconnaître plusieurs fois la facture avant de faire travailler son intelligence artificielle, de manière à faire travailler son intelligence artificielle. Et vous verrez ici qu'il a repris le code Waterloo parce qu'on se base d'une part sur le code IBAN qu'il reconnaît ici, et d'autre part sur le code TVA. La reconnaissance du code TVA peut mener à confusion, parce qu'on sait que sur les factures d'achat, on retrouve en général deux codes TVA, celui du fournisseur et celui du client. Et vous verrez par exemple que dans ce cas-ci, il a probablement été chercher un numéro de TVA qui n'est pas le correct. Au niveau des informations, il va chercher l'entièreté des informations, donc 2410.07 au niveau de la TVA. Ici, c'est 0% de TVA, elle a bien pris. Donc, une fois qu'il a reconnu ces informations, j'enregistre et je passe à la facture suivante. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas, ou sinon, il afficherait ici la possibilité de différentes factures. Je peux importer les opérations à partir d'ici. Je rajoute des fichiers, il va consulter votre disque dur local pour aller les chercher, ou vous déposez vos fichiers simplement ici, et automatiquement, tous les fichiers déposés viendront se mettre ici à la queue leu leu. Il suffira de les enregistrer comme je viens de le montrer.